La mission de ce matin est consacrée à l'histoire des jeunes en Occident, 2 volumes d'un même livre publié aux éditions du Seuil sous la direction de Giovanni Levi et Jean-Claude Schmitt. Et avec Jean-Claude Schmitt, dialogue ce matin Daniel Fabre et Michel Perrault. Mais Daniel Fabre, vous êtes directement impliqué dans cette discussion parce que Ariès avait réaffirmé cette proposition en opposition avec un travail très classique de Nathalie Zemon-Davis sur les sociétés de jeunesse et les groupes d'âge dans les sociétés traditionnelles que vous avez étudié dans de nombreuses occasions, y compris dans ce livre. Mais Ariès réfutait l'idée que cela suffisait à déterminer une jeunesse puisque pour lui, ces sociétés, ces groupes d'âge étaient en fait ramenés à l'opposition entre mariés et célibataires. Oui, moi je crois qu'Ariès a à la fois tort et raison. Alors là où il a, disons, tort, ou en tout cas là où sa position est discutable, c'est effectivement d'éliminer cette phase de formation qui s'étend du sortie de l'enfance à l'arrivée au mariage. Et je dirais que l'argument du mariage, enfin le fait que les jeunes sont les non-mariés, n'efface pas l'état de jeunesse. Simplement, c'est une question de terminologie. On appelait les jeunes aussi bien les bacheliers que les valets à marier au XVe siècle. Et là, la démonstration de Nathalie Davis, à partir de sociétés urbaines, on a pu, entre-temps, depuis, les travaux se sont multipliés, les travaux monographiques se sont multipliés, et on a pu montrer qu'effectivement, ce groupe d'âge était caractérisé, dénommé, et avait un certain nombre de rôles sociaux et surtout rituels particulièrement importants. Et souvent en incluant des mariés, mais qui n'avaient pas encore d'enfants. C'est un des arguments les plus forts, je crois, contre la perspective d'Ariès. Exactement. C'est-à-dire que la définition de la jeunesse, bon, on y reviendra sans doute. D'une part, il y a une relative continuité avec ce qu'on peut appeler la seconde enfance, ce que les ethnographes ont parfois appelé la seconde enfance. Et ensuite, le passage à l'état d'homme marié est un passage qui est progressif. Il y a les nouveaux mariés, il y a les mariés qui n'ont pas encore procréé. Et je dirais qu'il y a même chez des hommes mûrs des phases de retour périodiques, cycliques, à l'état de jeunes gens. Je pense au comportement des chasseurs en groupe, enfin, etc. Alors, donc là, le débat, me semble-t-il, enfin, va tout à fait contre la position un peu tranchée qu'avait Philippe Ariès. Mais là où il a sans doute raison, c'est que effectivement la notion de jeunesse, l'idée d'une formation progressive, l'idée d'une initiation est vraiment quelque chose qui apparaît dans la pensée occidentale et de manière presque obsédante dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que la notion de Bildung, par exemple, dans la culture allemande, les réflexions sur les divers niveaux de la pédagogie explicite, pédagogie implicite, la réflexion sur l'homosocialité, le fait qu'effectivement il y a des formations qui se donnent, qui s'échangent entre soi. Tout ceci prend une place de plus en plus déterminante donc à partir des années 1750 et dans une certaine mesure l'idée d'Ariès reflétait cet état de la réflexion des sociétés occidentales sur leur propre découpage d'âge. Mais dans ces systèmes de classement médiévaux, l'un que Pastoureau renvoie à la culture profane, divise les âges en 4 temps qui correspondraient aux 4 saisons, et un autre est très proche du texte de Comme il vous plaira, que j'ai lu pour commencer, puisque entre 6 et 7, il y a là une hésitation, mais c'est un découpage très semblable, et qui lui est plutôt d'origine savante et cléricale. Est-ce que dans la tradition de l'époque moderne, voire contemporaine, Daniel Fabre, on retrouve ces classements, est-ce qu'ils sont plus proches de l'un que de l'autre, avec toutes leurs valeurs symboliques, parce que d'un côté 4 âges, 4 saisons, mais du côté les 6 ou 7 âges renvoient à une symbolique encore plus complexe de correspondance. Oui, je crois que les deux existent de façon contemporaine, c'est-à-dire tout dépend à quoi sert le classement. Si le classement sert à effectivement classer les âges de la vie, autrement dit s'il s'applique à une société réelle, c'est plutôt la classification simple, 4 âges, 4 saisons. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, de penser les saisons du corps, c'est-à-dire tout ce qui est médecine populaire, alors on voit très bien remonter le système des septénaires
avec les années climatériques, 49 ans, année décisive, etc., qui d'ailleurs ont été diffusées par les almanachs et dès la fin du Moyen-Âge. Au fond, c'est cette forme savante de classification a été très largement diffusée, il ne faut pas l'oublier. Mais elle ne s'applique plus à des sociétés réelles. Est-ce que ce thème de la mort du père vous paraît aussi essentiel qu'il m'a semblé à la lecture des textes? Il est certainement essentiel dans ce qu'on peut appeler en Europe les sociétés à maison. Bon, c'est sûr qu'il y a deux Europes. Il y a une Europe où le fils succède, effectivement, l'aîné en tout cas. La mort du père est sans doute beaucoup plus importante pour l'aîné que pour les cadets. Mais le fils succède à son père dans son état ou dans ses diverses activités, sur sa propriété d'abord. Mais dans les systèmes de partage égalitaire du patrimoine, d'installation immédiate des mariés dans leur propre maison, il est sûr que la mort du père n'a pas ce rôle central. Mais dans la France d'Oc, par exemple, la mort du père est tout à fait essentielle. Et d'ailleurs, nous avons des rituels encore en vigueur au XVIIIe siècle d'émancipation des jeunes qui ont lieu devant notaire avec tout un ensemble de gestes et de formules qui sentent leur archaïsme romain, je dirais. À partir du moment où il y a en effet conscription, il y a une limite. Et passer par le métier des armes, c'est véritablement entrer dans la cité, dans la citoyenneté et servir de manière adulte. Alors ce qui est très intéressant, c'est que cela se constitue autour de la Révolution française et du début du 19e, que cela se constitue pour les hommes. C'est un rite qui identifie encore davantage la jeunesse à la virilité, qui sera peut-être un thème sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. L'article de Madame Loriga montre bien comment, progressivement, on a évacué les enfants et les femmes de l'armée. Et les vieux. Et les vieux, voilà, pour l'identifier aux jeunes hommes. Et ça, je pense effectivement, c'est un rite important. Ça devient aussi un rite, j'allais dire, presque traumatisant, parce que il y a la visite médicale de conscription qui identifie si on est bien capable de porter les armes. Or, au XIXe siècle, les travaux d'Emmanuel Leroy-Ladurie, Jean-Paul Aron l'ont montré depuis longtemps, il y a un très grand déchet, il y a une élimination considérable. Et être révisé, ne pas être accepté au service militaire, ça peut réjouir certains, mais c'est aussi un jugement sur votre corps, voire sur votre virilité. On raconte que dans certains villages, les jeunes filles regardaient à deux fois avant d'épouser un garçon qui avait été révisé par le conseil de révision. Oui, d'ailleurs, les conscrits n'arboraient pas sur leur cocarde bon pour l'armée, mais bon pour les filles. Et j'ajouterai simplement que cet effet de l'institution militaire est peut-être très considérable. C'est-à-dire, vous avez certaines jeunesses en France encore dans l'Ouest, en Vendée par exemple aujourd'hui, qui sont entièrement découpées par section d'âge à partir du service militaire. Vous avez le sous-conscrit, ce sont les garçons entre 14 et 19 ans. Le conscrit, c'est l'année de conscription. Le militaire, c'est pendant le service. Le fiancé et le marié. Et tout est organisé rituellement par une série de rappels des âges antérieurs. Par exemple, le nouveau marié, à la naissance de son premier enfant, va déterrer les bouteilles qu'il a enfouies le jour de son départ au service militaire dans la beuverie qui a réuni les jeunes gars qui l'accompagnaient comme ça de hameau en hameau. Oui, on doit d'ailleurs une réflexion que je trouve décisive sur ce point à Maurice Agulon. Dans son livre sur les pénitents et francs-maçons de l'ancienne Provence, il avait effectivement des sociétés de jeunesse bien identifiées avec des capitaines de jeunesse, des abbés de jeunesse, dans de nombreux bourgs et de nombreux villages. Mais lorsqu'il travaillait sur Toulon, il n'y avait plus ça. Alors on pouvait dire, mais que se passe-t-il? Au fond, la jeunesse a disparu en ville. Mais il la retrouve dans les archives judiciaires où quantité de comportements sont qualifiés de juvéniles ou de libertins. Nous sommes au XVIIIe siècle, il avait surtout travaillé sur les archives du XVIIIe, c'est-à-dire qu'on désigne au fond un style d'existence qui apparaît comme véritablement un style jeune. Alors la difficulté, bien sûr, c'est de le définir. Alors on peut le définir en insistant sur cet oxymoron, l'ordre du désordre, ou le désordre de l'ordre. C'est-à-dire que effectivement, les jeunes sont à la fois une puissance intégratrice, ce sont les censeurs de la morale collective. Au fond, ils expriment sur la place publique la rumeur qui court
Et ils exécutent, enfin, ils sont vraiment le bras séculier de la collectivité, mais en même temps, cette exécution donne lieu à un déchaînement chaotique qui est leur mode d'expression, leur mode d'expression. Déchaînement qui est évidemment borné, réglé et limité à un temps et un espace rituel. Et qui joue sur les registres de la parodie, de l'inversion, ce que vous appelez quelque part la désappropriation. Oui, ça je crois que c'est très important, et ça devient alors très important à partir du XVIIIe siècle. D'abord c'est la nuit, leur royaume, Schindler a aussi la même expression, ce sont les maîtres de la nuit. Alors, et là la nuit, tout ce qui est dehors leur appartient. Ils le prennent, ils le déplacent, ils l'entassent, ils ont le droit de briser certaines portes, d'abattre certaines barrières, etc. Et il s'agit véritablement d'un droit, et d'un droit qui a bien sûr ses limites. C'est la limite entre, par exemple, le chapardage toléré, prendre une poule dans un poulailler, bon, c'est possible. Voler un cochon, ça n'allait pas. Donc il y a tout un jeu de limites qui sont parfaitement incorporés par les jeunes qui font la jeunesse. Donc il y a cette tension qui est bien sûr très intéressante et qui est une tension instable, forcément. C'est-à-dire c'est un groupe qui est un groupe dangereux, qui est un groupe à surveiller, dans la mesure où, vivant lui-même en état de marge, il provoque cette sorte de brouillage des classements sociaux, brouillage de l'appropriation des objets. Brouillage de la frontière entre les vivants et les morts aussi. Alors ça, je dirais que c'est sur un autre plan de l'interprétation. C'est qu'en fait, on voit bien la fonction, disons, des jeunes dans la société locale, mais tout ce qu'ils font sert à les construire aussi en tant que jeunes et en tant que futurs adultes. C'est-à-dire, moi, ce qui me paraît caractériser la culture des jeunes, c'est la possibilité qu'ils ont d'explorer un certain nombre de frontières entre vivants et morts, de frontières du sauvage et du domestique, et aussi de frontières, et ça c'est fort intéressant pour les garçons, entre les sexes masculin et féminin. Qu'en outre, enfin, dans la culture chevaleresque, il y a une très forte conscience de la jeunesse comme valeur. Chez les troubadours, Jovens, la jeunesse est un comportement qui peut être d'ailleurs un comportement d'adulte, si on s'en tient à des classifications simples des âges, mais qui est tout à fait central, à côté de Parage, Joy. Enfin, on a une constellation sémantique qui place la jeunesse au centre des valeurs chevaleresques. Mais Daniel Fabre, dans ce monde des sociétés de jeunesse, et puis si l'on continue notre remontée dans le monde des jeunes chevaliers, dans le monde des phébis ou des courroies antiques, les filles, si elles ont parfois des rites d'initiation spécifiques, ne participent pas pleinement de ces lieux, elles ne participent pas du tout même de ces lieux où se fait une jeunesse identifiée au jeune homme. Absolument, disons comme si... au fond, il était nécessaire que les garçons se fassent publiquement, se fassent dans une action collective parfois très spectaculaire, alors que les filles se font ailleurs et autrement. Alors la question se pose, c'est-à-dire où se font-elles? Parce qu'elles se sont produites socialement aussi comme filles. Alors dans les moments les plus spectaculaires, par exemple la fête, elles sont effectivement présentes comme proie, comme objet de désir, comme collaboratrices périphériques, comme porteuses d'initiatives et parfois de nouveautés, en particulier sur le plan culinaire. Ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé au passage. Et elles accompagnent les garçons pendant une partie du rite, mais c'est sûr que lorsqu'on atteint, je dirais, le cœur de la nuit, celui de la violence, alors là, elles disparaissent, on les raccompagne. Et la scène est entièrement occupée par les garçons. Mais je crois que ça tient aussi à un modèle, qui est sous-jacent à tout cela. C'est que finalement, le garçon va toujours chercher son identité de garçon hors de lui, au plus loin, dans les forêts, au cœur de la nuit, enfin, etc., dans des aventures parfois dangereuses. Alors que les filles l'ont évidemment en elles-mêmes. Enfin, c'est leur propre corps qui est au fond le théâtre d'une transformation que la société interprète. Je rappelle que l'émission de ce matin, transmise en direct, était consacrée
au livre dirigé par Giovanni Levi et Jean-Claude Schmitt, publié par les éditions du Seuil, Histoire des jeunes en Occident.